Quadruple attentat suicide au Nigeria dans la soirée de mercredi. Bilan 12 personnes tuées. Libération d'une humanitaire suisse au Soudan. Elle a été enlevée début octobre au Darfour. En Ouganda, des experts informatiques apprennent le cours d'informatique aux jeunes, un moyen d'offrir de nouvelles perspectives aux plus défavorisés. Ravi de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, bienvenue. Au Nigeria, 12 personnes ont été tuées ce mercredi. L'incident a été provoqué par 4 kamikazes qui se sont fait exploser à Maiduguri, dans le nord-est du pays. Une zone frappée depuis 8 ans par l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. Voici les précisions. 4 kamikazes, 2 hommes et 2 femmes se sont fait exploser dans le quartier de Mouna Garage, régulièrement visé par les djihadistes, faisant 12 morts. Par ailleurs, 22 blessés ont été transférés à l'hôpital pour être soignés de blessures diverses. C'est ce qui ressort de la déclaration du chef de la sécurité à l'agence de gestion des urgences de l'État de Borno. Selon Bello Dambata, le premier kamikaze s'est fait exploser au milieu des fidèles pendant la prière du soir, tuant 7 personnes. Une kamikaze est ensuite entrée dans une maison avant de déclencher 16 explosifs, provoquant la mort d'une femme enceinte et de son enfant. Les 2 autres kamikazes se sont fait exploser avant d'atteindre leur cible, a-t-il ajouté. Les forces de l'ordre se sont aussitôt mobilisées pour assurer la sécurité des lieux et le calme est revenu dans la communauté, a indiqué le porte-parole de la police de l'État de Borno, Victor Isuku. Depuis son apparition il y a 8 ans, Boko Haram, présent au Nigeria, mais aussi dans des pays voisins comme le Cameroun, le Niger et le Tchad, a provoqué la mort d'au moins 20 000 personnes. Et si les autorités nigérianes ont affirmé à plusieurs reprises que ce groupe était sur le point d'être vaincu, les attaques de villages et de convois militaires, tout comme les attentats suicides contre les civils, continuent. La marine libyenne a de nouveau demandé ce mardi de l'aide à l'Union européenne, et ce pour entretenir sa flotte vétuste, sans quoi elle ne serait pas en mesure de sauver les migrants qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Reportage. La saison prochaine, nous ne serons pas en mesure d'assurer les missions de recherche et de sauvetage dans la zone libyenne si nos navires restent toujours les mêmes. Je voudrais annoncer que les navires que nous possédons souffrent de graves défauts et ont besoin d'un plan d'entretien effectif. Ces déclarations du colonel Abou Adjila Abdelbari interviennent au moment où le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, a jugé inhumaine la coopération de l'Union européenne avec la Libye, et ce, en dénonçant la détérioration des conditions de détention des migrants dans ce pays. En ce qui le concerne, le porte-parole de la marine libyenne, Ayoub Kassim, a aussi appelé les pays européens à plus de coopération en Méditerranée, tout en fustigeant de nouveau le travail des ONG qui opèrent dans le sauvetage de migrants près des côtes libyennes. Les gardes-côtes libyens ont secouru plus de 80 000 migrants clandestins depuis 2012 et environ 15 000 migrants clandestins cette année. Environ 157 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer depuis le 1er janvier, contre quelques 1341 durant la même période en 2016, dont 75% en Italie. Près de 3 000 sont morts en tentant de traverser la Méditerranée. C'est du moins ce que révèlent les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, publiés ce mardi. Au Soudan, une humanitaire suisse enlevée début octobre au Darfour a été libérée par les forces de sécurité. C'était au cours d'une opération nocturne. L'annonce de sa libération a été faite par des responsables soudanais et suisses. On fait le point. L'humanitaire suisse Margaret Schenkel, enlevée début octobre dernier, est arrivée à Khartoum ce mercredi soir en provenance du Darfour, et ce après sa libération survenue lors d'une opération nocturne. Au nom du gouvernement suisse, j'aimerais remercier le gouvernement du Soudan
toutes les autorités, particulièrement celles qui ont mené les enquêtes et les opérations ayant abouti à la libération de Madame Schenkel. De tels incidents peuvent arriver dans n'importe quelle ville du Soudan ou d'ailleurs. Ces incidents sont pour la plupart perpétrés pour l'argent. D'après l'ONU, Margaret Schenkel, qui a vécu au Soudan pendant plusieurs années, avait été enlevée le 7 octobre dernier par des hommes armés non identifiés près de son domicile dans le centre de recherche agraire à Al-Fashir. Première édition de la conférence internationale de femmes numériques et développement par le numérique en Côte d'Ivoire. Objectif de cette rencontre, aborder la question de la contribution des femmes au développement par le numérique et l'impact de l'économie numérique dans l'atteinte des objectifs du développement durable en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Chris Patana Sémian pour les précisions. Nadia Marlène est étudiante en communication. Elle a été sélectionnée avec d'autres jeunes filles pour participer à un atelier d'initiation numérique destiné aux femmes. Je découvre en fait qu'en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, les femmes ne sont pas trop impliquées dans tout ce qui est le domaine de l'informatique et du numérique. Donc pour moi, c'est un peu une porte ouverte pour m'aider à m'améliorer dans ce que je sais déjà sur l'outil informatique, mais aussi à être plus compétitive sur le marché de l'emploi. Plus d'une trentaine de jeunes filles prennent part à cette formation initiée par un réseau de compétences de femmes dénommé Femmes et TIC. Si nous travaillons justement dans le cadre des objectifs de développement durable à l'autonomisation de la femme, alors le numérique se présente comme une opportunité justement pour les jeunes filles et pour les femmes de trouver des voies et moyens justement pour améliorer les conditions de vie et par ricochet donc d'avoir un impact fort sur le développement de façon globale. Le réseau Femmes et TIC est présent au Burkina Faso, au Bénin, au Niger, en Mauritanie, au Burundi, au Tchad, en Haïti, au Mali et en Algérie. Tous ces pays seront pris à Abidjan du 16 au 17 novembre 2017 dans le cadre d'une conférence internationale dénommée Femmes, numérique et développement qui verra la présence de Aurélie Adam Soulé, ministre de la Communication et de l'économie numérique du Bénin, et de Aga Salon Ouattara, ministre du développement numérique du Burkina Faso. Dans le cadre de cette activité donc, qui a pour objectif justement de mesurer l'impact de l'économie numérique sur l'autonomisation de la femme et plus globalement sur le développement de notre pays et de notre continent. Et donc cette activité est meublée par différentes actions. Selon l'Union internationale des télécommunications, les cas hommes et femmes concernant l'utilisation de l'Internet dans le monde est passé de 11% en 2013 à 12% en 2006. Ce cas culmine dans les pays les moins avancés où il atteint 31%. Apprendre à coder à des jeunes Ougandais dans des villages très pauvres d'éleveurs de bétail. C'est là le pari d'experts informatiques qui voient dans la programmation le moyen d'offrir de nouvelles perspectives aux plus démunis. Karamajong est une des régions les plus pauvres d'Ouganda. Plus de 80% de la population vivrait sous le seuil de pauvreté et la plupart des enfants ne finissent pas l'école primaire. Peter est une des rares exceptions. Il est en dernière année d'études de BTP. Son quotidien, fabriquer des briques en boue et des murs en ciment. Mais aujourd'hui, il découvre une nouvelle matière, le code informatique. Grâce à un groupe de professeurs ougandais venus enseigner à des élèves démunis comment coder. Mes parents n'y connaissent rien à l'informatique ou à la programmation. Même mes frères, qui sont allés à l'école, ne connaissent pas. Mais je pourrais maintenant leur montrer à la maison. C'est quelque chose de nouveau. Ça fait partie de notre monde actuel. Il faut faire comme ci, comme ça, pour que eux aussi sachent faire. Les habitants du Karamajong vivent grâce au bétail. Leur principale source de revenus est aussi une source de conflits. Les vols de vaches entre villages ou commis par des voisins kenyans sont courants. Mais dans cette région reculée, longtemps oubliée du gouvernement, les traditions locales priment encore souvent sur l'éducation. Beaucoup de ces élèves sont la première génération de leur famille à aller à l'école. Même si aujourd'hui tout est calme, nous disons aux habitants « Emmenez vos enfants à l'école ». Mais ils nous répondent « Ok, vous nous dites d'amener nos enfants à l'école, mais quels sont les bienfaits de l'éducation? Vous qui êtes bien éduqués, on ne vous voit pas avec beaucoup de vaches. » Ce cours de code est financé notamment par l'Agence belge de développement. Les organisateurs espèrent que ces nouvelles compétences aideront à renforcer la confiance et la créativité des élèves.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce mercredi à l'unanimité un prolongement d'1 an de sa mission de paix en Centrafrique. En outre, cette mission sera renforcée de 900 militaires et devra être plus mobile et réactive. Ce renforcement de la MINUSCA avait été demandé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a mis en garde contre un risque de nettoyage ethnique dans le pays. Et en vertu de la résolution adoptée et rédigée par la France, la force est autorisée à déployer sur le terrain jusqu'à 11 650 personnes, dont 2080 policiers et 480 observateurs militaires. Cette résolution apporte un appui que nous souhaitons décisif à la MINUSCA, avec une hausse du plafond de troupes de 900 personnels militaires. Cette hausse était attendue par tous et elle permettra de redonner plus de moyens d'action et plus de flexibilité à la MINUSCA afin de mieux lui permettre de remplir son mandat de protection des civils. Le lieu de renouveler nos remerciements à Monsieur le secrétaire général qui, dans sa sagesse habituelle, a demandé une augmentation de l'effectif militaire de la MINUSCA, demande à laquelle vous avez tous accédé. Le récent regain de violence contre les civils et des soldats de l'Organisation des Nations Unies vient nous rappeler avec force que seule une politique de développement de long terme peut briser l'engrenage de la fragilité. Washington, qui cherche à réduire les coûts des opérations de paix de l'ONU, avait récemment indiqué ne pas être opposé par principe à une augmentation modeste de troupes pour la MINUSCA, mais à condition que les militaires supplémentaires apportent un réel plus à la mission. Ils devront faire preuve de plus hauts standards professionnels et s'abstenir de tout abus sexuel, ont réclamé les États-Unis. La MINUSCA, qui peine à rétablir l'ordre, a perdu 12 soldats depuis début 2017, accusés par le détracteur de passivité face aux groupes armés et parfois même de collusion. Les contingents onusiens font aussi face à une avalanche d'accusations d'agression sexuelle. Puis le forum de Dakar sur la paix et la sécurité a clos ses travaux ce mardi. Que retenir des ateliers et conclaves de ces 2 jours de travaux à Dakar? Tchèque Berti nous en fait le point. Cette 4e édition du forum de Dakar sur la paix et la sécurité a été clôturée ce mardi par le Premier ministre sénégalais et le ministre sénégalais des Affaires étrangères. Des jours de discussion, des partages qui ont été axés sur la nécessité pour le continent d'assurer sa sécurité. La force conjointe du G5 Sahel en est un exemple parfait, un modèle de coopération à soutenir et à multiplier selon les participants. Autre point développé lors de ces forums, la cybercriminalité. Sur ces points, l'on peut retenir cette annonce à l'issue de ces forums. La grande révélation, c'est cette école qui va être créée pour lutter contre la cybercriminalité. Je pense que c'est un exemple concret de solidarité, de coopération entre le Nord et le Sud, mais une coopération à l'échelle régionale. C'est une première réponse au niveau de la formation et du renseignement. Désormais, un problème pour l'Afrique de l'Ouest, la cybercriminalité est le sujet sur lequel sont penchés depuis 2 ans les services de renseignement de la sous-région. La nouvelle école sera basée à Dakar et financée en grande partie par la France. Pour les chefs de l'État sénégalais, rwandais et maliens, le volet militaire ne saurait être la seule alternative pour assurer la sécurité du continent. Un des messages forts de ces forums, qui a alors rappelé la nécessité d'une réponse globale, c'est celui d'assurer le développement économique, les droits de l'homme ou encore le changement climatique. Voilà, c'est sur cette note que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.